Nous allons bientôt démarrer la deuxième table ronde qui tourne autour de la thématique des défis soulevés par l'environnement de vie des personnes en situation de handicap ou d'avancement en âge, et donc qui s'intitule « Lieux et cadres de vie ». Et de manière originale, nous allons avoir deux speakers pour introduire la thématique. Et je commence par laisser la présentation à Emmanuelle Cambois, qui est directrice de l'ILVV, que tu pourras peut-être représenter, parce qu'on n'est jamais bien aussi servi que par soi-même. Merci Cécile et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuelle Cambois, je suis démographe, je suis directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques et je dirige par ailleurs l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Donc, vous avez des flyers sur les tables là-bas, qui est partenaire du PPR et qui vise à animer un petit peu, mettre en visibilité les recherches en sciences humaines et sociales sur la longévité, les vieillesses et le vieillissement. Et donc aujourd'hui, je vais animer cette table ronde qui porte sur le logement et sur les questions que soulève la question de l'adaptation du logement ou je dirais plutôt plus largement, de comment faire en sorte que les besoins évolutifs des personnes, âgées ou pas âgées d'ailleurs, soient appréciés, mesurés et puissent trouver une offre de logement adaptée. Donc on est en période de transition, je pense, aujourd'hui, et les regards qui vont vous être apportés dans cette séance vont avoir un côté assez intéressant, puisqu'il va y avoir le point de vue de nos deux collègues chercheuses ici présentes qui feront un état d'un projet qu'elles coordonnent, qui s'appelle The Healthy Aging Challenge, au Royaume-Uni. Et s'en suivra une table ronde avec nos deux collègues britanniques, et puis des niveaux d'intervention sur le logement différents. Donc je présenterai les personnes qui seront sur cette table ronde, mais il y a à la fois une collègue qui va parler des politiques publiques du département, et puis une autre collègue qui parlera d'associations et de groupements qui aident à la rénovation des logements. Donc, sans plus attendre, je vais laisser à mes deux collègues britanniques, donc Judith Phillips et Alison Bow, se présenter. Elles vont chacune, en une dizaine de minutes, nous faire part de leur projet au Royaume-Uni et des aspects qu'on va discuter aujourd'hui. Okay, good afternoon, everyone, and thank you, Emmanuel, for the introduction, and thank you, Cécile and Claude, for inviting us to present today. It's a fantastic opportunity to link with your programme and to hear so many different perspectives on the projects and what's happening in France. So thank you very much for that. Alison and I are going to talk about the Healthy Ageing Challenge, as Emmanuel has outlined. And that was a £98 million investment from UK government through the University Research Council funders. And it covered a whole range of different topics, care, housing, social support, amongst other things. But we're going to focus this afternoon on housing. And housing is a devolved issue in the UK. So Wales, Scotland and Northern Ireland and England have very different housing policies, as they do care policy as well. So it's rather a complex picture to talk about the UK. But of course, as we've heard in the previous session, the UK itself faces very similar challenges, whatever devolved nation you live in. And so I'm going to talk a little bit about that background to set the scene, and talk a little bit about the Healthy Ageing Challenge and the solutions that have come out of that challenge in relation to helping and supporting people to remain independent in their homes for longer. And Alison, who had a project under the programme, is going to illustrate that in depth through looking at designing homes for healthy cognitive ageing. The Healthy Ageing Challenge, as I mentioned, was a £98 million investment by the previous UK government, of course, which ran from 2020 to 2024, so over the COVID period,
as well. And it was to pursue what we've called a mission-orientated approach to healthy ageing. And the mission was to add life to years and to narrow the gap in the experiences between the richest and the poorest. Now, to deliver this mission, the Healthy Ageing Challenge enabled businesses, including social enterprise, led by research, to develop services, products, business models to support people as they aged. So allowing people to remain active, socially connected across generations for as long as possible. So it took what we call an ecosystem approach, getting industry, academics, people with lived experience together, all working towards this mission to add life to years. Now, the distinctiveness of the research programme, which was the Social Behavioural and Design Research Programme under the Healthy Ageing Challenge, which was a separate research programme. It ran across the whole challenge and linked in with different initiatives along the way on the challenge. And the distinctiveness about this was that it combined social behavioural and design research with investment in innovation. It was the first time. There have been many ageing programmes in the UK, research programmes, but none of them had linked with innovation. So it was really looking at solutions. And the research was partly funded alongside both companies who were spinning out, so new companies spinning out from research, right the way up to companies that were near to market and needed to scale up. So what we were trying to do in the challenge was to create a healthy ageing market, get businesses involved, enthused about producing products and services to help older people, but doing that with older people themselves. Now, we're going to look specifically at housing itself. Why housing has been chosen is partly because that had huge potential to develop a market for older people. There was a huge consumer demand for different housing options and housing options with care as well. And of course, as we heard in the previous session, there are lots of challenges. And lots of the care challenges that were discussed earlier can be resolved by good quality housing for people across their life course. I'm only going to very quickly go through these. They'll be very familiar to you in France as well as elsewhere. But an increasingly older population with different housing needs. And housing, of course, is ageing just as much as the population is ageing. And we're having more older people with diverse and complex changing needs as well, both in terms of ethnicity, religion, country of birth, and the complexity of chronic disease. 80% of our homes have already been built in the UK. Most older people live in mainstream housing. 90% of older people over 55, for example, live in mainstream housing. Only 6% live in specialised housing. And they face problems of accessibility, outdated provision, which can lead, of course, to isolation and the need for care services. And the government has categorised 3.5 million houses in the UK as posing a risk to health, both physical and mental health. And most of those are occupied by someone or households over the age of 55. So it's a real challenge, actually. 14% of homes in England, just looking at England now, are classified as non-decent. They've got conditions that are at least 30 years out of date, so poor bathrooms, poor kitchens, etc. And there are large disparities across the UK. So the majority of non-decent homes are in the north of England rather than the south of England. And of course, the UK's ageing housing stock is the oldest in Europe, which imposes a huge burden on our NHS and social care services because they are treating people linked with illnesses because of poor housing. Air pollution, dampness are two major areas
which are really quite significant. And of course, there's a shortfall in provision in the UK as well, and so little choice for older people. The voices of older people and carers are ignored, and there's no advice, really. There's nowhere to go to get advice as you're ageing, and often things escalate, there's a crisis, and then you end up in hospital. And housing is a vital part to keeping people out of hospital. And as we've heard, our social care system is not fit for purpose. And there's a very confusing picture of what is available in different places. So the Healthy Ageing Challenge invested £18 million in looking at housing projects across the piece, from designing age-friendly homes to providing care technology to support people in and retrofitting the housing stock to make it fit for purpose. Now, ageing in the right place, as I mentioned, for most people is mainstream housing. But there are a number of options, and I'm not going to go through all these options. Hopefully you'll get the slides which have a series of notes with them on what each of these entails. But these are examples of different types of provision for older people, people over 55. And I'm going to pick up just one, housing with care, extra care housing. Even within extra care housing, there's 6 or 7 different types of things. So it's a real mixture of different types, choices, tenures, and it's very confusing for a lot of people. One of the things that's become very popular in the UK is co-housing. So people living together, making decisions together. But it's a fraction of what's actually available. And many people see these as a continuum and really don't understand that you can mix and match different provisions as well. So what has the Healthy Ageing Challenge been doing? Alison's going to go into a bit more detail, but I'd just like to flag up some of the projects that received funding and what they've developed and what research has shown the impact of these innovative examples. So Blackwood Homes and Care, for example, they combined a new design of attractive, accessible housing with a range of placemaking interventions in the vicinity. So not only were they looking at tasteful adaptations to the house, but also the local area, the wrap around the house as well. And they developed something called Clever Clogs, which is a digital system that links people, it's a tablet device, linking people with their neighbourhood as well as their family, so that they could be much more socially connected with the services and provisions around them. And they also linked to their health and well-being goals, which then linked into local GP services. So they had good communication with health and social care. They then linked this to what they called a smart meter linked with AI. I have no idea how it works, actually. But it monitors the energy usage in somebody's home, the behaviour change, and then they can provide interventions on the back of that. The research on this has shown that it has prevented hospital admission, and it is already delivering significant impact to residents across all tenures, and benefiting those really in the greatest inequalities and poorer health outcomes. So making a real impact there. And this is particularly in Scotland, actually, where they operate. Bron Avon, another housing model, this one in Wales, is a social venture. And this was looking at building a community of private homes clustered around a public space. So people were living together but apart, if you get my gist. They were sharing facilities and decision-making, but they were quite autonomous in their own homes. And this seemed to be promoting activity and engagement between people, and was, again, another community-led scheme. And then finally, E.ON, which had Trailblazer funding. This Trailblazer funding
was at the end. So this was not just spinning out, but actually scaling up, so wanting to reach a very large market. And this E.ON were delivering home improvements beyond their energy efficiency services, which they provided. And they created what they called a whole house system based on inclusivity, dignity, and independence in mind. And again, they were creating aesthetically pleasing home adaptations, not the horrible kind of rails that we often see. And they actually produced a stair lift, which not only enabled people to go up the stairs, but enabled them to have some exercise in doing so. And also encouraged them to be mobile, so not to rely totally on the stair lift. They had hob safety tools so that people didn't leave cooking on, and a whole range of different kind of tools. And they gave everyone a Fitbit, and this now is being scaled up on quite a level. So I'll quickly finish there. And just to say that, of course, it's beyond the housing, and these examples that I've demonstrated show that we are going not just looking at the house, but the areas around, and particularly those kind of thresholds, which is really significant. And just to finish, we also had projects on climate change and housing, and they were the ones that really were absolutely fantastic, and we've got references to those, so I can talk about those later. Hi, and thanks for having us, and thanks for attending this afternoon. This will be a gallop, so I'll start with a plug. We have postcards, which I put on the front with a QR code for our website. So if you're interested in the project, please take one and follow up. So I'm going to talk about Deshka, which is one of the projects funded under the research programme of the Healthy Ageing Challenge, which I led until February this year. So Deshka was about identifying innovations in housing that could support people to live well with cognitive change. Now, we were particularly interested in cognitive change because it's a neglected area. We didn't separate it, however, from physical changes and sensory changes that may also come with age. So think of the whole package. It was really important that the innovations we identified were what older people actually want. Also that they're practical, affordable and scalable for the housing sector, and that again has been a neglected area, and that they would be suitable for newly built and existing homes, so not small aims. We aim to design and test out designs of homes in collaboration with stakeholders. So we had a lot of business partners in the project, housing provider partners, and older people were very intimately involved. And we aimed in the end to produce guidance for making decisions about homes. So it was a massive project. This slide, frankly, gives me a headache, but this is the quantity of work that we did in the project, so I'll not dwell on it. So our key findings concerned the kind of outcomes that people wanted, and these are very definitely about maintaining independence, staying physically active, and enjoying preferred activities. In other words, living a normal life, living the ordinary life that one has always wanted to live. So from older people's point of view, it's not that you suddenly get old and you need a different house. It's that you are the person you've been all your life. You experience changes, and the housing that you inhabit is a kind of lifetime project. From the housing sector point of view, we're looking at something very complex, as we discussed around the care sector as well. But there is amongst housing providers appetite and demand to produce housing that can support us as we age. Let's not pretend this is about other people. This is about all of us, isn't it? So there's an opportunity, but there are also a number of problems which we needn't rehearse just now. So we used virtual reality to build a home that could be used as a design for a home, but which also contained hints and tips that people could use to make the home more supportive.
this design is responsive to changing needs. It's responsive to diversity. It also indicates small changes that can make a big difference, with flexibility absolutely at its core. So we finished the research part. We're doing the publications. They'll appear as long as the journals eventually respond to us, but you know what it's like. So now what we're doing is taking this into the real world. So again, much wider work with a larger group of stakeholders, including older people themselves and including the housing sector. So this slide is a list of the key outputs, and I'll just highlight one or two of them. So we're doing all the normal stuff like the conferences and the knowledge exchange and the training events and things. We have a booklet, tips and tricks for creating a home that supports you, designed with older people, with their input about how they wanted it to look. It's got very few pictures in it because it's free to download, and not everybody has the bandwidth to download tons of fancy pictures. So it's very simple. We're quite keen to get this translated into different languages. So if anybody's interested, please come and talk to me. That's another plug, forgive me. We have online our demonstrator home, and you can dial up to this and walk through in the virtual reality environment and see the hints and tips as you go. So those are more for ordinary people, lay people, whoever, for a care worker to show to somebody to think about how their home might be made more supportive at very little cost and in very simple ways. And if people want examples, we can get some perhaps later on in the discussion. We have a serious game to support decision making. This is a kind of simulation game that we can use as we age, and that the housing sector can use to help it plan and make decisions. We then have very technical design brief for professionals and a guide to assessing costs and benefits. So what do we do with this stuff? And I'll do two little examples, and then I'll stop, I promise. Okay, so we go, for example, to a retail park happens to be in the north of Scotland. This is a place where there are lots of homeware and DIY stores. The home decor market is massive. Judith mentioned markets in her introduction. There's a lot of investment going on locally in aids and adaptations, probably not the right ones. There's a local authority policy for people to stay in their own homes for longer. There you have a whole series of audiences, including people like kitchen designers or people who mix paint colours, those kinds of people who can benefit from learning all about this. Never mind the people guiding the local policy and the local businesses who are thinking about their bottom line. And then another example, I think I'll skip that one, would be a Skills Academy for Construction. This is a national body where apprentices go and learn to be electricians, bricklayers, so on and so forth. Those people need to know this stuff. These are a really important audience, and there is an alliance of public and private sector organisations who are focusing on infrastructure projects, including housing. So this takes us into skills development, and we hope gets the people who are investing this 500 million in construction to spend it better. So thank you very much. I hope we kept to time. Donc, merci beaucoup à nos deux collègues pour leur introduction. Donc, on va poursuivre cette table ronde, comme je le disais tout à l'heure, avec des regards un peu différents. Je laisserai les collègues se présenter, mais après la recherche, nous aurons le regard donc, de Suzanne de Chévigné qui va nous parler de son point de vue de présidente de l'association des bâtisseurs, des compagnons bâtisseurs. Et puis nous aurons ensuite Madame Seven qui nous parlera des politiques du département de la Seine-Saint-Denis en matière d'autonomie et plus particulièrement en matière de logement. Donc on a bien ce que nous décrivaient nos collègues dans leur programme Healthy Aging Challenge, une vision croisée autour de cette table ronde de personnes qui sont sur le terrain ou dans les politiques locales en interaction avec des programmes de recherche.
Dans ce problème qui est celui d'adapter le logement aux besoins des personnes avançant en âge, j'aimerais rentrer dans cette table ronde par deux axes qui pourraient être discutés et qui ont été un peu abordés dans la présentation d'introduction. Le premier, c'est de se dire que finalement, adapter le logement aux besoins, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement concentré aux grands âges et que bien évidemment, les besoins en matière de logement changent tout au long de la vie et qu'on peut avoir une approche parcours de vie et essayer de comprendre quels sont les besoins qui évoluent et peut-être qu'à certains moments de la vie, on va avoir des besoins qui se rapprochent de ceux des personnes âgées puis qui s'en écartent. Et on comprend bien qu'il y a une question non seulement d'adaptation du logement, mais aussi d'adaptation de l'offre de logement dans un quartier pour que puisse effectivement, pour que les logements eux-mêmes et l'offre qui en est faite puisse être adapté aux besoins des personnes, quitte à déménager tout au long de sa vie. Et on reviendra sur cette question parce que finalement, est-ce que la population qui vieillit aujourd'hui n'est pas plus mobile et n'aura pas plus de facilité à, si l'offre est là, à plutôt aller vers des logements adaptés que de changer un logement qui n'est pas forcément. Parce qu'on le verra aussi, les logements ne sont pas toujours adaptables sur les critères que l'on souhaiterait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question de déclin fonctionnel, mais il y a une question de taille. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours autant de pièces quand la famille se réduit? Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de sécurité, plus de confort, sécurité en termes de confort? C'est des questions qui se posent ici et qui résonnent aussi avec les questions des moyens financiers qu'on peut avoir pour accéder à ces logements. L'autre entrée sur laquelle je vais interroger nos collègues et nos participants à la table ronde est celle finalement de la cohérence entre les politiques de l'adaptation de l'intérieur des logements à l'adaptation de l'extérieur des logements et comment on bâtit finalement une politique de logement axée sur la politique de l'urbanisme de la région et de faire des continuités d'accessibilité dedans-dehors qui fasse en sorte, et c'est peut-être une question que j'adresserai à nos collègues qui en ont parlé en introduction, le fait qu'on doit pouvoir éviter la ségrégation dans les quartiers, c'est-à-dire qu'il faut que l'offre soit là, spécifique, mais aussi multiple, pour ne pas avoir une trop forte pression et un trop fort cloisonnement des villes selon les besoins. Donc je vais passer la parole peut-être d'abord à Madame Seven, que je vais laisser se présenter pour la vision politique locale et son point de vue sur est-ce qu'on a une approche suffisamment parcours de vie des besoins des logements et comment pouvoir anticiper les logements et éventuellement l'appétence à déménager plus tard des générations qui vieillissent. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Elodie Seven, je suis directrice de l'autonomie au département de la Seine-Saint-Denis. Peut-être pour parler à la fois du département et puis du rôle des départements sur les enjeux en matière d'autonomie. D'abord pour mentionner que le département de la Seine-Saint-Denis est un département qui est historiquement très jeune, mais que la question du choc démographique est en train d'arriver et que voilà, on est dans l'anticipation de ces enjeux, évidemment, tout comme les autres territoires. Et il y a peut-être même encore un enjeu encore plus fort aujourd'hui à accélérer ces enjeux de transformation et d'adaptation. Pour revenir aussi sur peut-être un peu le descriptif du département, au-delà de la jeunesse, mais de l'accélération du vieillissement, on est aussi sur un territoire donc très urbain, marqué par beaucoup de quartiers qui sont ce qu'on appelle politique de la ville, donc marqué par beaucoup d'enjeux autour de la lutte contre la précarité et l'inclusion, avec des grosses opérations à venir en termes de renouvellement urbain. Et j'en parlerai parce que pour le département de la Seine-Saint-Denis, ça a été aussi l'opportunité de poser la question de la manière dont on se saisit des enjeux du vieillissement dans les politiques d'aménagement au-delà de ses compétences. Pourquoi ? Parce que le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas compétent en matière d'urbanisme ou d'aménagement, il est compétent en matière de délivrance de prestations pour les personnes âgées, en termes il est garant du parcours de vie des personnes âgées, mais il n'a pas toutes les compétences. Et j'insiste là-dessus parce que quand on parle d'habitat et de cadre de vie, c'est vrai qu'on pense évidemment à la question du logement à l'intérieur. Vous l'avez dit, c'est aussi
comment on accède à ce logement. Donc c'est l'accès aux ascenseurs, voilà, toutes les circulations autour des logements, mais c'est aussi la manière dont on organise tout un panel de services en proximité pour les personnes âgées. Et ça requiert un décloisonnement extrêmement fort, qui n'est pas forcément le fort des politiques publiques en France, hein, et qui est pour le coup quelque chose qu'on a essayé de porter beaucoup en Seine-Saint-Denis, en travaillant sur une démarche qui est assez innovante depuis 2021, en mobilisant à la fois les acteurs institutionnels de l'aménagement, donc l'Agence nationale notamment de l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui porte tous les enjeux justement de renouvellement de la programmation urbaine, et puis des acteurs aussi comme l'Agence régionale de santé, parce qu'il faut aussi pouvoir amener en proximité dans ces quartiers une offre, ce qu'on appelle une offre médico-sociale, donc les services d'aide à domicile, hein, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, qui puissent accéder en proximité. Et puis il y a aussi, pour être complet sur cette démarche, un enjeu à amener des acteurs qui font du lien social. J'en parlerai sans doute tout à l'heure, mais on a développé un certain nombre d'initiatives, notamment le développement de tiers-lieux autonomie dans mon quartier, qui ont justement cette vocation d'être en pied d'immeuble et d'offrir un certain nombre de services à la population, et notamment aux personnes âgées, en développant des actions de prévention, des actions d'accès aux droits et aux prestations pour travailler sur ces liens avec l'habitat. Peut-être pour être assez concrète sur ce que le département peut faire, et à travers cette démarche, ce qu'il a pu travailler, c'est effectivement principalement quand même les enjeux d'adaptation des logements, alors encore une fois sur lesquels il n'a pas la main, mais qui permet quand même de travailler notamment avec j'ai parlé beaucoup des logements sociaux, c'est vrai que c'est quand même assez marquant sur l'habitat en Seine-Saint-Denis, de travailler de façon beaucoup plus forte et renforcée avec les bailleurs sociaux, à la fois pour qu'ils puissent analyser les besoins de leur population. Et on a constaté dans le cadre de cette démarche qu'on a aujourd'hui déjà 40% des personnes qui vivent dans ces logements sociaux qui ont plus de 60 ans, ce qui laisse présager qu'effectivement, dans quelques années, on sera sur une massification des personnes en perte d'autonomie dans ces logements sociaux. Donc il y a un enjeu extrêmement fort sur lequel on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux du territoire pour leur rappeler à la fois leurs obligations, pour aussi aller chercher des financements pour travailler sur ces enjeux d'adaptation qui sont majeurs. Merci. On reviendra dans la deuxième question. Donc on va peut-être aller à l'échelle un peu plus fine, en regardant avec le programme que vous présidez, comment on intervient sur l'adaptation à l'intérieur des logements, et là aussi auprès surtout de publics vulnérables. Absolument, oui. Je vais peut-être commencer, dire rapidement qui je suis. Je suis directrice de recherche émérite au CNRS, mais ayant travaillé plutôt sur les questions environnement, changement climatique et société. Et puis, je suis donc présidente d'une association qui s'appelle l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Et il s'agit d'un mouvement, les compagnons bâtisseurs, qui couvre 16 régions différentes, dont 4 en Outre-mer. Et ça, c'est juste, je fais une rapide parenthèse là-dessus. Il y a une population particulièrement, spécialement dans les Antilles, hein, c'est pas vrai de l'ensemble de l'Outre-mer, mais il y a une situation d'une population vieillissante, une pyramide des âges extrêmement rétrécie à l'âge moyen, mais avec beaucoup de personnes âgées. Et donc, c'est pour nous une possibilité de réflexion, peut-être en avance sur ce qui se passe en métropole. Alors, vous le disiez, on intervient auprès de publics en difficulté, financière, principalement sociale, financière, et on a vraiment une action qui est très spécifique, quelque chose qu'on appelle l'autoréhabilitation accompagnée. C'est un nom impossible, mais ça veut dire que ce que l'on fait, c'est qu'on travaille avec les personnes à l'amélioration de leur habitat. Alors ça peut être l'intérieur ou à l'extérieur, on en parlera tout à l'heure. Mais on est en train, et on a commencé un nouveau projet politique pour 5 ans cette année, c'est un des axes de notre projet politique, de travailler sur la question du vieillissement. Parce que c'est clair, nos publics, on intervient en particulier dans des quartiers politiques de la ville, et effectivement, nos publics sont en train de vieillir, et c'est vraiment une question énorme. Pour moi, il y a un énorme enjeu à intervenir tôt
dans des situations comme ça. C'est-à-dire ne pas attendre d'une part que les personnes aient un accident. Et pour nous, je vous disais, on travaille avec les gens. Pour nous, il y a un énorme enjeu de pouvoir travailler avec des gens relativement jeunes, 55, 60 ans, qui sont encore dans la force de l'âge et qui, du coup, ont prise sur les travaux que l'on fait. J'apprécie beaucoup ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance que les personnes fassent ce qu'elles ont envie de faire dans leur maison. Et ça, c'est un enjeu énorme. Donc, si elles peuvent travailler dessus, c'est extrêmement important. Donc, juste quelques mots pour lancer une direction là. Maybe I can ask both of you. Maybe you would be with the program that you proposed a little bit in advance and also consider the offer of a diversity of housing for the different ages and needs. Could you say a word about that? I can say a little about the home design that we have. This isn't a home specially for older people. It's a flexible home that is suitable for people at many stages of the lifespan. So it would be suitable, for example, for a young family. It has 2 bedrooms. It has a utility room, a room for the laundry, which is very helpful. You know, with a young family, it has plenty of storage. Somebody at the other end of their life, a laundry room is important for dignity. You don't want your washing going on in the kitchen, which happens in a lot of UK homes. The second bedroom is good for storage. It's good for a living carer. So there are all sorts of ways in which this one kind of design can be helpful across the lifespan, not for absolutely everybody, but for a lot of people. So it's actually very economical from a provider's point of view because it's got this flexibility and it's got within it flexible features as well, which you can look at if you're interested. Another thing to say is that we're not only facing a housing challenge, we're facing an environmental challenge. We have to build the right houses, so the right design, the right materials, not huge executive homes with 5 bedrooms, which builders in the UK love to build, and are now finding actually they can't sell them. They haven't noticed that the population is changing, and we think the stars are aligning now for housing design and housing retrofit to change. And do you think that people think more than before of moving to go to a accommodated house, or there is still thinking of staying there? Yes, I think most people want to stay put, but it's having the choices available so people can think about moving. I mean, it's really difficult in the UK. I think, you know, our housing stock is pretty poor. There's an emphasis in policy on downsizing, but of course not everybody wants to downsize. And as Alison said, you know, there are extra rooms you might need for specific things. I mean, some of this was captured in policy documents in the last decade, in one in particular called Lifetime Homes, Lifetime Neighbourhoods. And it never took off, but I think it's a document that needs to come back into the policy realm because it was important. It talked about inclusive design, which isn't about accommodating everybody's needs, but really looking very at person-centered kind of design. So starting with the older person and what they need. Builders haven't really got into that, and older people don't realise they can actually have agency and have a say in decision making over those kind of things in the market, because it's a kind of hidden market for many people. And just coming back to reinforce Alison's point about, you know, climate change, we really have to combine things here, and not just in terms of thinking about the build, but actually for us as researchers in researching, we need to actually be researching with engineers, with architects, with climate scientists, and really educating them about ageing just as much as we need to learn about climate change. So I think there's huge potential here to develop in a number of ways. Oui, les interactions entre la transition démographique et la transition
climatiques viennent ici aussi s'exprimer dans le logement. Peut-être un mot sur les politiques locales et justement le fait de pouvoir anticiper. Donc vous le disiez, il est important de pouvoir anticiper, soit d'adapter quand on en a encore l'énergie peut-être et les idées de développement qu'on souhaite faire soi-même, soit de déménager. Est-ce que dans l'urbanisation, les plans d'offres de logement, est-ce qu'on sent aussi cette possibilité d'avoir une approche parcours de vie et d'anticiper un peu ces choix résidentiels? Alors, c'est quelque chose qui effectivement ressort maintenant parce que ça s'impose. Alors, je parle beaucoup des bailleurs sociaux, encore une fois, mais c'est vrai qu'on voit qu'ils se retrouvent face à cette problématique et que du coup, il y a une sensibilisation quand même beaucoup plus forte sur le sujet. Après, il y a vraiment encore beaucoup de choses à construire sur la manière dont on accompagne ces évolutions, parce que vous l'avez dit, les gens sont quand même très attachés à leur logement et du coup, y renoncer, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on fait quand même aussi en termes de politique publique, c'est qu'on travaille on travaille beaucoup sur les enjeux de prévention au sens large, et dans cette prévention, on y intègre maintenant justement cette importance de préparer ces enjeux de mobilité, préparer son déménagement, parce qu'au-delà de la question d'arriver dans un nouveau lieu, ça implique de faire un certain nombre de démarches, des choses qui peuvent faire peur à une personne, à toutes les personnes, mais aussi aux personnes âgées. Et du coup, voilà, il y a quand même aussi cette dimension-là qui est intégrée dans les programmes de prévention aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça repose encore beaucoup sur les propriétaires, les bailleurs et les villes quand même, sur la manière dont ils vont aussi accompagner tout ça pour aller peut-être un petit peu plus loin sur ces enjeux de mobilité qui sont encore une fois quand même quelque chose d'assez difficile à lever, je pense, pour les personnes. Peut-être on va aller doucement vers la deuxième question qui est celle du dedans-dehors et donc de votre expérience de discussion avec les personnes que vous accompagnez. Donc quelle est l'importance d'avoir cette fluidité en fait, d'accessibilité du logement, mais aussi qu'il y ait des ressources suffisantes autour? Absolument. Et ça permet de souligner un point, c'est que je disais, nous travaillons avec les habitants, mais en fait, on a toute une équipe autour. Évidemment, on est équipe de professionnels chez nous, des jeunes volontaires en service civique. Et un énorme enjeu, c'est d'embarquer l'entourage, les voisins, la famille, etc. Et une des manières d'embarquer, parce que le fond de l'histoire, c'est que le logement, bon, ça nous intéresse, mais le lien social, le bien-être des personnes est plus important, quasiment. Il ne faut pas le dire, mais c'est vraiment pour nous le point essentiel. Et faire ce que nous appelons des chantiers solidaires, c'est-à-dire intervenir chez des gens, mais aussi intervenir dans l'espace public autour. Ça peut être des escaliers, ça peut être très souvent l'aménagement de l'espace extérieur. On ne va pas extrêmement loin, mais c'est une manière d'une part d'améliorer la situation autour, mais c'est également une manière de faire connaître que les gens se connaissent entre eux, qu'ils travaillent un petit peu ensemble, que les liens se continuent. Donc c'est vraiment cette interface intérieur-extérieur, faut qu'on essaye de l'effacer, comme on essaye d'effacer l'isolement par rapport au lien social. So I would now maybe address to Alison, because you work specifically on people with dementia somehow, and I was curious about this continuity of needs inside and outside, which is a little bit specific for people with dementia because they need maybe more supervision and more attention than physical accessibility outside. So how do this freedom to go outside is organized in your program for people with dementia? Gosh, where to start? I mean, that's very complex, and not everybody with dementia is the same. A couple of relevant things. Well, like everybody else, people living with dementia like to go out and about, and they may need to be supported to go out and about, so they may need somebody to accompany them, which is fine. They may then come home to a set of identical front doors along a street and wonder which is their house. So a small design innovation, which planners might not like, but is good for people trying to identify their own house, is to colour the front doors or to have
meaningful objects outside the front door so that the person can recognize and can confidently go into their own home. You know, we have many reports of people going home and going into the wrong house. This really happens. Actually, we can all do it. I think some of us have done it in the accommodation, tried to get into the wrong room or the wrong floor, you know, that kind of thing happens. So, I mean, that's quite a small example. I think if you were thinking about an environment that's perhaps a communal environment, and I know we're mostly talking about people's own homes, there used to be a lot of reports of people actually being locked into care facilities. And I mean, this is awful. This is a human being being locked in, not allowed to go out, not allowed to breathe the air, feel the breeze. You know, this is horrific, actually. And it's not difficult to organise a way to go out into a safe, enclosed space that has a path that leads back to where you came from. Not rocket science, really simple, not that expensive. Get together some community volunteers, build a nice garden, and you've done it. And don't put equipment in front of the door, which is another thing that happens. Just a couple of things. Merci. Donc on devait avoir à cette table ronde, vous l'aurez remarqué, Pierre-Olivier Lefebvre qui malheureusement a eu une difficulté pour être présent aujourd'hui, mais il allait parler du programme Ville Amie des aînés qui rassemble beaucoup d'interventions sur la manière dont on peut adapter les villes aux besoins et notamment en physique. Donc est-ce que dans le Healthy Aging Challenge, il y a aussi cette approche de Aging Friendly Cities avec le besoin d'avoir des trottoirs où on peut marcher facilement, des bancs pour pouvoir s'arrêter, des indications suffisamment précises pour qu'on puisse s'approprier le lieu. Est-ce que ça a une part importante du programme? Yes, but not through the age-friendly cities approach, which I'm a bit critical of, actually. Everyone's trying to be an age-friendly city or dementia-friendly city or something-friendly city. And I think we need to focus down a lot more rather than thinking about it as a tick box exercise around accessibility or whatever. So we didn't look at that in the same way. So just to give you an example, one of the things around age-friendly cities is drilling down on the retail. So retail is really important. People with dementia like to go out shopping. You want to keep going shopping. And so, you know, we need to make those kind of environments very age-friendly, dementia-friendly. And I think we don't drill down enough into kind of public spaces and some of those kind of things. So I don't think you can ever be an age-friendly city because there's so many things. If you just take Paris, for example, I mean, just think what you'd have to do. So I think it's a bit of a, I shouldn't say this, I was going to say fruitless exercise, but... Nobody is listening. No, okay, good. Nobody online, of course. But I do think there's obviously value in it, and it has changed as a framework over the years. It's evolved and become much more nuanced. But I think it's still got a long way to go. And we can miss out key environments for people if we focus on the city and that kind of accessibility only position. I think it needs to be really nuanced, and there's some great work going on around improving the retail environment, which was part of the Healthy Aging Challenge. Thank you. Peut-être avant de vous poser directement une question sur ces tiers-lieux, puisqu'on disait que l'important était aussi de tisser des liens, vous insistiez là-dessus, dans le fait d'être aging friendly, il y a aussi le fait de donner accès à des lieux où on puisse échanger. Je voulais que vous m'en disiez un mot sur ce qui existe en Seine-Saint-Denis. Et en tant que très intéressé aux âges de la vie, et pas seulement au vieillissement, mais justement à lutter contre l'agisme et le fait de catégoriser, comment on arrive à faire le lien entre générations et... Je pense que ce sujet, il est très politique et très culturel. Donc je vais plus humblement dire ce qu'on travaille au département de la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que sur cette lutte contre l'agisme et sur l'enjeu d'inclusion, on travaille beaucoup sur les logiques de développement d'action intergénérationnelle.
avec beaucoup d'actions. On travaille avec beaucoup de services civiques voilà, qui vont au contact des personnes âgées à domicile. Mais je rejoins Madame. Enfin, il y a un enjeu sans doute plus fort que les politiques qu'on peut mener, voilà, qui est encore une fois sans doute très culturel et pas propre à la France, hein, de faire en sorte que jeunes, moins jeunes et plus âgés vivent bien ensemble. Aujourd'hui, ça se traduit par un certain nombre d'actions qu'on souhaite porter par les jeunes auprès des personnes âgées. Et surtout, on essaye de penser les actions le moins stigmatisantes possible. Et c'est peut-être, du coup, je réponds directement peut-être sur les tiers-lieux parce que je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. On travaille depuis, en sortie de Covid, on a souhaité en Seine-Saint-Denis travailler plus fortement sur les enjeux de lutte contre l'isolement. On l'a pas dit directement, mais c'est vrai que les enjeux, la précarité favorise encore plus l'isolement social. Donc c'est vrai que cette démarche qu'on travaille dans le cadre des quartiers plus favorables au vieillissement, quartiers inclusifs, quel que soit le terme, on souhaite pouvoir faire en sorte que les personnes qui y habitent, parfois avec des difficultés d'ascenseur, des difficultés à sortir, puissent bénéficier en proximité d'actions qui favorisent ce lien social. Et ces tiers-lieux, aujourd'hui, on en a 18. On soutient, c'est des associations qui existaient souvent auparavant, qui étaient reconnues par les habitants. Donc, c'est des endroits où les gens allaient déjà, et dont des personnes âgées, mais qui ont fait le choix de développer avec nous des programmes un peu plus adaptés aux personnes âgées, avec le développement d'actions de prévention, etc. C'est souvent des endroits qui sont plutôt conviviaux. On souhaite justement que ce ne soit pas un service public bis, que ce soit vraiment un endroit où les gens ont envie de rentrer. Donc c'est souvent des cafés associatifs. On a des exemples de fermes urbaines, voilà, qui permettent en fait aux personnes qui viennent de rencontrer des jeunes, moins jeunes, et de faire un certain nombre d'activités qu'ils n'auraient pas fait chez eux. De la cuisine, voilà, de la collecte de fruits. Et voilà. Et c'est vrai que cette déstigmatisation, elle passe par l'usage, en fait, et par les activités qu'on peut développer, mais qui réunissent vraiment et fondamentalement les générations. Donc voilà, je pense que c'est quand même un exemple qui est assez intéressant, en tout cas à la fois pour travailler sur les enjeux de lutte contre l'isolement, parce qu'il ne suffit pas de déployer des actions pour que les gens aient envie d'y aller. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'envie, l'appétence des personnes, et puis qu'on profite du coup de ces structures pour le coup, former quand même, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans ces tiers-lieux, le département finance des postes d'animateurs qui vont travailler, donc faire des activités comme je les ai décrites, mais qui vont aussi être formés sur les enjeux d'autonomie, et donc qui vont être capables de travailler sur les programmes de prévention, monter un dossier pour accéder à des prestations, etc. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à la salle, comme ça on va avoir le temps d'échanger, de prendre des questions et de vous laisser y répondre. Je me demandais si tout ce qu'on essaye de mettre en place en intergénérationnel, finalement on le pense énormément comme les jeunes vont apprendre aux plus âgés, vont les accompagner, et les plus âgés vont raconter des histoires aux plus jeunes. Et je me demande si en fait c'est vraiment ce dont on a envie et besoin, et est-ce que l'intergénérationnel, il ne faudrait pas le voir en beaucoup plus petit, c'est-à-dire des années de naissance de 10 ans en 10 ans, et est-ce qu'il n'y aurait pas plus de proximité et d'intérêt à faire justement cohabiter et coexister des générations plus proches en âge pour alerter les unes et les autres sur, oui, pense dès maintenant à aménager ton logement, tout ce qu'on disait sur il faut anticiper. Peut-être que c'est plus utile de penser des générations plus proches que de faire le grand écart et de mettre des bébés dans des maisons de retraite. Je ne suis pas certaine que vraiment ces générations éloignées soient tout ce dont on a envie quand on vieillit ou quand on est un enfant de 3 ans. C'est une question que je lance sur l'anticipation parcours de vie. Mais je vais peut-être donner la parole aux personnes à distance en visioconférence et dans la salle.
Je voulais juste poser une question sur la coordination que vous mettez en place pour ces actions de quartier, justement, si entre animateurs et ces systèmes, ça crée des besoins avec les autres partenaires ou des effets dans les quartiers. Alors oui, complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a constitué un réseau de tiers-lieux autonomie avec un animateur qui coordonne à la fois pour identifier les sujets communs, partager sur les expertises, etc. Donc ça fait vraiment réseau. D'autant qu'on parle de structures qui sont parfois très différentes. On va parler d'une structure d'insertion par l'activité économique et puis une asso de quartier avec des modèles économiques qui sont très différents, etc. Donc il y a un enjeu à partager aussi sur ces dimensions-là. Donc oui, ça fait réseau aujourd'hui. Et par ailleurs, je mentionne ces dispositifs, mais en tout cas, on ne pense pas que c'est les seuls qui font du lien social. À l'échelle des villes, il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà du lien social. Et donc, on a vraiment à cœur plutôt de mailler un peu tous ces acteurs pour que ça prenne sens à l'échelle, encore une fois, d'un territoire. Il y a beaucoup d'intervenants déjà qui œuvrent sur ce champ-là. Moi, j'ai une remarque et une question pour nos collègues du Royaume-Uni. Une remarque sur l'intergénérationnel et en effet la taille du gap. Une chose est certaine, je pense que la génération qui a la cinquantaine ou entre 50 et 65 ans, disons, est déjà préparée à ce choc que représente cette transition d'âge parce qu'ils ont contribué ou essayent de contribuer à ce qui s'est passé pour leurs propres parents. C'est-à-dire le fait, dans les successions, dans le départ, parce qu'il y a un décès, de voir ce qu'on va faire avec le logement, s'il y a propriété du logement. Ça, c'est quelque chose qui parle immédiatement à cette génération-là. Ils savent qu'ils vont devoir anticiper si eux-mêmes ont des enfants. Donc, je pense que là, il y a un dialogue intergénérationnel qui est presque de plein pied. Parce qu'on sait qu'il va falloir anticiper et on ne sait pas comment s'y prendre, parce que c'est extrêmement compliqué de régler cette affaire. Et j'ai l'impression que, du coup, ma question, les expériences qui nous ont été présentées, alors ça c'est, je crois, très précieux de savoir que vous avez déjà lancé un process d'anticipation de ce qui, en matière d'habitat collectif, pourrait s'avérer être des formes de solutions, non pas universelles, parce qu'il y a vraiment un rapport tellement culturel au logement. Les pays où on n'a pas besoin de devenir propriétaire versus les pays où on ne peut vraiment se protéger pour le futur qu'en étant propriétaire. Dans le sud de l'Europe, d'abord on trouve son toit au-dessus de sa tête. C'est comme ça qu'on anticipe les difficultés. Ce n'est pas le cas dans l'Europe du Nord. Donc l'idée que se profile devant nous une sorte de modèle nouveau où l'habitat collectif ou les services collectifs en proximité pour différents logements sont expérimentés, là j'ai envie de dire on a besoin de voir les résultats de ce que vous avez lancé parce que sans doute que ça peut faire penser à des solutions au présent des personnes qui ont la cinquantaine. Et j'aimerais savoir à quelle échéance vous pensez avoir la possibilité de dire oui, ça prend, oui, il y a des obstacles, oui, les dimensions culturelles comptent, tous les milieux ne sont pas favorables, prêts à franchir le pas versus voilà les conditions de possibilité pour passer le cap. Est-ce que c'est des cultures sociales et socio-économiques? Est-ce que ce sont des cultures comme celle que je mentionnais avec Sud versus Nord de l'Europe? Qu'est-ce qui est l'obstacle? Quand saurons-nous ce sur quoi vous avez réussi à faire avancer les choses? Mais merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. I mean, that's a huge question. I think some of the things that are quite innovative are very small scale and they're not evidence-based. And it's quite complex. So co-housing, everyone's, thinking it's great at the moment, but there's only a few schemes. And the challenges to that on a larger scale are two sectors in particular, planners and the building industry, who really
don't really get it. And part of the Healthy Aging Challenge was to try and get those kind of planners and builders on board, mainstream UK builders, to really take on the ideas or to even think about older people and people growing old and as they age. So I think those are real obstacles to seeing something happening big time. Whether there'll be increasing demand for those once the population as it ages and gets to know of these initiatives, whether the demand will be there, so builders have to respond. They're responding at the moment to the high-end market. So what you get are people who can afford, wonderful things, and the builders are really we've got specialist builders who create great housing for aging, but it tends to be that. And I think one of the things that we have to guard against ourselves as researchers, we look at housing through our own lens. So when you were talking about most people in their 50s will experience their parents, to some extent, but a lot of people are living in poverty, have no choices, and they're stuck, basically. And even in those situations, we can see an area and it's housing and community are very in neighbourhood are really linked. We might see an area as deprived and think, gosh, the housing there is terrible. But people might have such a strong community, they don't want to move. So I think we have to look at the whole thing around familiarity, identity, a sense of self as part of housing and community, and not perhaps put our own lens on some of these kind of issues. Can I add a little something? There's always a point when I'm talking about design for people living with cognitive change, including dementia, where I start talking about the toilet. So forgive me, I'm going to do that now. Just to explore some of the cross-cultural, cross-jurisdictional issues. We recommend principles of design that will be helpful, and one of those is the use of contrast. And this plays out differently in different cultural contexts. So in the UK, people will put a different coloured seat on the toilet, so it's easier to see for a person experiencing perceptual changes with their dementia. We did some work in Japan, and in Japan, a coloured toilet seat does not exist. There is no such thing. Everything is white. So the solution in Japan is to make sure that the floor is a contrasting colour, and that has the same effect. So there are kind of principles on one level and particular features on another that we continue to explore. Moi, j'aurais une question peut-être sur l'autonomie, puisque c'est un peu le mot-clé central ici du programme et puis peut-être de la journée, parce que finalement il y a un petit dilemme entre différents types et rapports d'autonomie peut-être des personnes âgées. Il y a l'idée effectivement de préserver ce choix chez les personnes de rester à la maison avant tout, c'est-à-dire de prioriser cette décision-là. Et puis il y a un autre rapport à l'autonomie, c'est peut-être plus pratique, d'être près de services qui sont utiles ou d'avoir un logement qui est réellement adapté. Et on sait bien, quand on a affaire à la programmation de politique de l'autonomie, notamment à l'échelle des territoires, que trouver la bonne échelle de présence justement des services, des plateformes pour la démence, des plateformes pour différents types de handicap, des services qui sont adaptés à différents types de pertes de fonctionnalité, c'est très compliqué. Et très souvent, on a des services qui existent dans un territoire et qui sont complètement sous-utilisés parce que la population n'est pas là. Voilà. Donc du coup, je trouve compliqué de penser, alors d'un point de vue éthique, normatif, je ne sais pas, mais aussi du point de vue de comment sont fabriquées les politiques et comment on crée des incitations pour les personnes, soit à conserver leur logement, mais effectivement avec le risque à terme de perdre du confort, de perdre de la capacité de rester durablement dans ce logement, ou alors pousser vers l'orientation, vers des logements qui seraient spécifiquement, un peu comme vous l'avez fait dans votre programme au Royaume-Uni, c'est-à-dire préparer finalement, mais alors là pour le coup, on n'est plus dans le même logement, on est dans un logement qui est fabriqué pour accueillir une autre type de vie adaptée, préparée, etc.
Je vais peut-être rebondir là-dessus, et puis je pense qu'on va... Deux petits mots, juste pour dire que je mets ma casquette de démographe et de dire que aujourd'hui, les personnes âgées d'aujourd'hui souhaitent rester chez elles. Mais on est quand même dans un changement générationnel d'habitude de vie et de parcours, avec beaucoup de mobilité des jeunes pendant leurs études, puis des jeunes quand ils entrent dans la vie professionnelle, avec peut-être, on ne sait pas, on verra, mais un changement générationnel de l'attachement qu'on a à son logement. Et on sera peut-être plus dans la deuxième partie de l'autonomie que tu évoquais, c'est-à-dire rester autonome en allant vers un logement ou des quartiers qui permettent de maintenir son autonomie, justement. Absolument, 2 mots. Simplement, je pense que c'est très important de ne pas penser simplement en termes de logement lui-même, mais de l'environnement. Parce que la personne âgée qui a envie de rester chez elle, c'est à cause de la maison, mais à cause des voisins, qu'elle connaît, que sa belle-fille est pas loin, etc. Et ça, c'est la chose qu'on perd et qui est probablement la plus grave. Je crois qu'on va arrêter là, mais je pense que on ne le perd pas forcément si justement les politiques d'urbanisation font une offre diversifiée dans les mêmes quartiers. C'est-à-dire qu'on peut déménager dans son quartier, dans un logement plus petit, au rez-de-chaussée, et que cette offre-là conviendra peut-être aussi aux étudiants qui cherchent des logements plus petits et plus adaptés. Donc c'est vraiment à le penser dans un même quartier, d'avoir une offre diversifiée. Je vous remercie beaucoup toutes. Pas du tout.